Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là pour ce dernier webinaire de 2025. Désolée, on est en retard de quelques minutes. On mettait à jour notre présentation pour ce soir. Dites-nous dans les commentaires si vous nous entendez bien, si tout fonctionne de votre côté. Je tiens à vous remercier particulièrement parce qu'on a été vraiment nombreux à suivre tous les webinaires en français. Je revois toujours les mêmes noms, les mêmes locations qui viennent. Donc, merci beaucoup pour votre fidélité cette année. Moi, je suis Clara, je m'occupe du marketing chez Logify depuis bientôt 3 ans. Et un des premiers invités qu'on a eu sur cette chaîne, justement, pour un des premiers webinaires sur la fiscalité, c'était Dimitri Boujard. Donc, merci encore à toi, Dimitri, de toujours accepter notre invitation pour ces lives. Merci Clara, c'est toujours un plaisir d'essayer d'aider nos loueurs en courte durée. Loueurs dont je fais partie, même si j'ai un côté un peu flemmard puisque je délègue ça à une conciergerie. Mais bon, il y a beaucoup de conciergeries aussi, évidemment, ce soir, j'en suis sûr. Donc je fais un grand coucou et un grand merci à toutes les conciergeries. Voilà, mais c'est toujours un plaisir d'être invité par toi, Clara. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, si vous faites de la conciergerie, si vous êtes propriétaire. Ça nous intéresse un peu de savoir ce que vous faites. Aujourd'hui, on va revenir sur les dernières actualités, ce qui va concerner la fiscalité en 2026. En ce moment, c'est le vote de la loi finance, donc il y aura beaucoup de questionnements à ce sujet. On espère pouvoir un peu démêler le vrai du faux avec Dimitri ce soir, mais on va revenir là-dessus. Il y a aussi une grande actualité qu'on a vu passer beaucoup cette année, c'est l'occupation illégale des Airbnb en France. On en a parlé énormément. Donc on va revenir sur ça. On va voir un peu comment on peut protéger notre location saisonnière et pas avoir de risque de squat. Ok, quelques précisions avant de commencer. Je serai très brève et après on se lancera dans le vif du sujet. N'hésitez pas, comme d'habitude, vous pouvez poser toutes vos questions. Il y a un petit point d'interrogation au milieu de votre écran à droite. Donc là, vous pouvez mettre toutes vos questions. On essaiera d'y répondre au maximum et on prendra aussi un temps à la fin pour répondre à toutes vos questions. Et ensuite, vous pouvez mettre des commentaires ici dans le chat, comme d'habitude. Ça nous fait plaisir de voir vos retours. Et Je si vous ne mettrai pouvez... notamment Dorothée à fond. Dorothée est là. Dorothée, là. C'est vrai qu'on n'est pas tous retraités. On Non. aimerait, hein, mais pas encore. Pas, Non, pas non, de mon côté, en tout cas. pas du tout. Non, non, Clara, on n'aimerait pas du tout être retraité. Ça veut dire qu'on aura encore 10, 15, 20, 30 ans de plus. Donc, je ne suis absolument pas pressé d'être retraité. Donc voilà, si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, on vous enverra demain le live via email. Vous aurez la vidéo YouTube. Et je vais, en quelques instants, je vais vous dire ce qu'est Logify. Si vous faites de la location saisonnière, ça peut vous intéresser. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, c'est un logiciel de location saisonnière qui sert à centraliser toutes vos tâches quotidiennes, vos réservations, vos calendriers, vos messages avec les clients. C'est pour avoir une seule plateforme pour tout gérer. Et ça s'adresse autant aux propriétaires de location que aux gestionnaires ou aux conciergeries qui font de la location saisonnière. Donc voilà, notre plateforme. Et ben, dans la plateforme, vous retrouvez le Channel Manager. Si vous faites de la location saisonnière et si vous vous lancez tout juste, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est. Et ben, en fait, c'est l'outil qui va vous permettre de publier vos annonces sur plusieurs plateformes comme Airbnb, Booking, Abritel. Et c'est vrai que à partir de plusieurs biens et dès que vous publiez sur plusieurs plateformes, c'est assez important de ne pas avoir de double réservation et des calendriers qui se chevauchent parce que ça peut être un gros problème pour les invités et pour vous. Donc voilà, le Channel Manager, ça va vous aider à tout synchroniser sur différentes plateformes. On a aussi dans notre plateforme le PMS qui va gérer toutes les réservations. Donc vous aurez une seule interface, un tableau de bord pour vos réservations qui viennent soit de votre site web, soit d'Airbnb, Abritel, Gîtes-de-France, etc. On a un créateur de site web. Si vous en avez un peu marre de payer des commissions et que vous voulez avoir des réservations directes et accepter directement des paiements sur un site professionnel, ben avec Logify, vous pouvez simplement créer un site de réservation et comme ça, vous pouvez créer votre marque en ligne et être un peu plus indépendant face aux grandes OTA.
On a pas mal d'outils d'automatisation. Ça va vous permettre de envoyer des messages automatiques, d'envoyer des rappels pour les cautions, d'envoyer les codes d'entrée pour votre appartement. Donc toutes ces tâches qui sont hyper répétitives quand on fait de la location saisonnière, comme par exemple répondre toujours au même message, ben là vous pouvez tout automatiser avec Logify. Ensuite, si vous partez en vacances de Noël, on a une application mobile où vous aurez tout à disposition, même si vous êtes en voyage. Et ça, c'est plutôt intéressant si vous faites de la conciergerie. On a toute une partie analyse où vous pouvez voir les taux d'occupation, les prix moyens, quelle ville ou quel établissement performe le mieux. Donc ça peut être aussi pratique si vous gérez plusieurs biens. Et si vous vous lancez avec le Logify, eh ben, vous êtes toujours accompagné par un de nos spécialistes. Donc, on vous fera un visio pour vous expliquer comment fonctionne la plateforme pour vous. Vous pouvez bien nous expliquer quelle est votre activité. On fera en sorte de vous aider à tout connecter avec vos plateformes, créer votre site web. Et notre service client est bien sûr en français. Donc, si vous avez des questions, on est toujours là et on vous répond avec plaisir. Vous avez toujours 7 jours d'essai gratuit. Donc, si vous voulez essayer, vous n'êtes pas trop sûr, et ben, vous pouvez essayer le logiciel pendant 7 jours sans engagement. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur le Logify. Et ce soir, comme on va parler de protéger sa location saisonnière, avec Dimitri, on avait envie de vous présenter aussi les contrats que nous, on a présentés en ligne sur le site de Logify pour votre activité de location courte durée. Donc, c'est des contrats qui ont été créés par Dimitri Boujard et aussi par sa collaboratrice Elodie. Elodie Rétif est entrepreneuse et elle a Juriste. créé son entreprise. Elle est également juriste et elle s'y connaît très bien en conciergerie. Elle était dans les établissements de luxe, si je ne me trompe pas. Elle avait son entreprise de nettoyage haut de gamme. Elle a eu jusqu'à une centaine de salariés dans sa propre entreprise qu'elle a revendue depuis. Et c'est une spécialiste du nettoyage, de l'hygiène et de la propreté. Et c'est pour ça qu'on collabore, parce qu'en fait, on s'est aperçu très concrètement que dans la location courte durée, il y avait un vrai truc qui pêchait, à savoir le nettoyage et la propreté. Voilà. Et comme c'est une juriste, plutôt que de continuer à rédiger les contrats tout seul, j'ai dit, OK, là, il me faut quelqu'un qui m'aide parce que je m'enferme un peu tout seul dans mes contrats et avoir un deuxième esprit, c'est toujours bien pour l'analyse. Donc voilà, vous pouvez retrouver tous leurs contrats. Nous, on les a mis en ligne sur notre page, sur notre site. Donc je vais vous envoyer directement le lien. C'est des contrats qu'on nous demande beaucoup, donc vous retrouverez le contrat de conciergerie. Il y a un contrat qui est fait pour les professionnels qui n'ont pas de carte G et un qui est fait pour les professionnels avec carte G. Un contrat de prestation de nettoyage dont on vient de parler, le bail de mobilité, mandat fiscal de débours pour les conciergeries sans carte G et aussi le contrat de location meublée en courte durée. Donc on va vous envoyer tout ça pour que vous puissiez regarder les contrats et protéger au mieux vos locations. Voilà, de mon côté, c'est à peu près tout. Je vais laisser la main à Dimitri et je pense qu'on peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Bien sûr, bien sûr. Alors, merci Clara déjà pour cette petite présentation, y compris des contrats. J'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu après. Clara a parlé aussi des sites internet. J'invite toutes les conciergeries qui sont présentes ce soir à aller vérifier leurs mentions légales, leur politique RGPD et leurs conditions générales d'utilisation, leurs conditions générales de vente. Parce que, évidemment, je suis l'avocat de nombreuses conciergeries et je m'aperçois que je vois passer plein de pubs sur les groupes Facebook, sur LinkedIn, etc., etc., pour des conciergeries. Et quand je vais checker les sites internet, c'est un peu une catastrophe. Idem pour les contrats. J'attire votre attention sur les obligations de la loi Lemeur de novembre 2024 et vous devez notamment vérifier scrupuleusement que si vous êtes une conciergerie, vos propriétaires respectent leurs obligations légales en matière de numéro d'enregistrement et d'autorisation de changement d'usage, le cas échéant. C'était juste une petite mise en garde préliminaire. C'est très important à l'occasion d'un récent événement à Paris. Mon confrère Xavier Demezois, qui lui est sur le contentieux de la location meublée courte durée, a eu l'occasion de rappeler l'importance de respecter la réglementation. Donc voilà, merci. Alors,
Ce soir, on souhaitait avec Clara vous parler un peu de squat. C'est pas le sujet le plus fun, c'est clair. Mais j'ai quand même au moins une bonne nouvelle, c'est que c'est un sujet qui fait énormément parler de lui, alors qu'en réalité, le phénomène, pour l'instant, reste encore relativement marginal en termes de statistiques. Donc, si vous êtes venu ce soir en ayant peur du squat, je vous comprends, mais n'ayez pas plus peur que ça. Il y a des moyens aussi de s'en protéger. J'ai eu pas mal d'articles de presse ces derniers temps. J'ai été interviewé notamment par le particulier. Euh, Bon, justement sur le squat, parce que il s'avère que dans une vidéo, j'ai dit, bah voilà, moi j'ai une idée pour vous protéger du squat, mais c'était une idée parmi d'autres. Elle m'a valu beaucoup de courriels avec des lettres de réponse des fournisseurs d'énergie. Je vais vous détailler ça, évidemment. Donc, elle m'a valu beaucoup de réponses. Parfois, elle m'a valu aussi des moqueries en disant, c'est quoi ce conseil, c'est n'importe quoi, etc. Voilà. Alors, si vous faites de la location meublée courte durée, vous avez dû voir cet été passer les articles sur les gens, les voyageurs malhonnêtes, il faut le dire, et c'est principalement des Français, hein, pas des voyageurs qui viennent de l'étranger. Si vous voulez, la personne qui vient des États-Unis a certainement pas l'intention de rester pendant des années dans votre location meublée en courte durée, a priori. D'accord? Donc ça concernait essentiellement des gens qui sont installés en France. Et donc, il y en a certains qui ont eu l'idée de réserver en ligne, de venir dans le logement, et puis de dire au moment de leur départ, non, finalement, on ne part pas. Voilà, il y en a même qui prévenaient hein, les propriétaires, bah, on ne part pas. Voilà, on n'a pas de logement, pas de travail, pas d'argent. Désolé pour vous, on reste chez vous. Le truc quand même un peu qui carrément énerve. En tout cas, moi, en tant que propriétaire, ça m'énerverait beaucoup. D'accord? Et évidemment, c'est totalement illégal, malhonnête et scandaleux. Je le dis très clairement. Qu'il y ait un problème du logement, c'est pas le problème du propriétaire, c'est le problème de l'État français. C'est l'État qui est responsable de la politique du logement. C'est pas le propriétaire immobilier. Et le propriétaire immobilier, lui, il investit dans un logement, il fait le nécessaire pour obtenir un crédit, il réalise des travaux, il publie des annonces, il prend des logiciels comme celui de Logify, il fait le nécessaire pour que ses hôtes soient bien accueillis, il fournit un service essentiel puisque je rappelle que la France est quand même la deuxième destination touristique au monde. Donc, la France sans le tourisme, c'est pas vraiment ça. Je rappelle aussi, et je voudrais pas réduire uniquement la location meublée courte durée au tourisme, puisque la location meublée courte durée, c'est aussi la location meublée à l'année, c'est aussi la location meublée dite atypique, on vient vivre une expérience. Donc c'est beaucoup plus global que juste le tourisme. Il ne reste pas moins que les communes sont quand même bien contentes d'avoir des touristes un peu partout l'été pour faire vivre le commerce. Et en ça, il y a un peu de schizophrénie, mais ça serait trop long comme débat et c'est pas le sujet ce soir. Moi, je veux vraiment vous parler du squat et des conséquences pratiques. Alors, déjà, première chose, comme je vous l'ai dit, tout va bien, n'ayez pas peur, ça reste marginal. Il y a eu, je connais hein, l'une des personnes qui a fait les frais dans un squat de ce type. C'est, je crois, dans l'Essonne, en région parisienne. Je connais personnellement le propriétaire puisque je l'ai vu récemment à un événement immobilier et son histoire a fait grand bruit, notamment dans le journal Le Parisien, d'accord. Et la personne, effectivement, alors là, était super. Elle avait tout prévu. Hein. C'était une femme avec sa fille, je crois. Et elle avait dit clairement, elle avait changé la serrure et elle avait dit attendez, si vous rentrez chez moi, j'appelle la police, ce qu'elle a fait d'ailleurs pour porter plainte, etc. Enfin, le truc incroyable. Le pauvre investisseur, pour le coup, c'est pas un investisseur fortuné, je le connais, et il n'a pas compris ce qui lui tombait sur le coin du bec. D'accord? Bon, alors, heureusement, tout a été fait rapidement. Je l'ai eu au téléphone. J'ai dit là, il faut absolument prendre un avocat qui va faire le nécessaire auprès de la préfecture tout de suite, etc. Donc, normalement, en fait, sous la pression un peu médiatique, la squatteuse est partie. Par contre, il doit attendre encore le résultat de la procédure devant le juge de l'exécution, enfin ça a changé de nom, le juge du contentieux et la protection, je crois. On a la manie en France de tout le temps changer de nom pour tout. Et donc, il avait encore un délai pour récupérer son logement, mais au moins il n'y avait plus
la squatteuse. Alors, comment s'en protéger? Il y a des conseils tout à fait pratiques. Le conseil qui a fait le plus parler de lui, et en fait, je dis c'est un conseil, c'est pas un conseil personnalisé. Ne confondez pas les prestations de conseil que vous avez avec un avocat avec de l'information qu'on vous délivre sur Internet. Moi, je lance des idées, les gens les appliquent ou pas et ils voient le résultat, mais c'est pas des choses qui vous mettent évidemment à risque, d'accord? Mais là, moi, ce que j'avais dit, je trouve scandaleux qu'un fournisseur d'énergie vienne annuler le contrat du propriétaire pour ouvrir un contrat au nom du squatteur. Franchement, il n'y a qu'en France que des trucs comme ça se produisent. Donc j'ai dit, c'est simple, vous envoyez une lettre recommandée avec avis de réception à votre fournisseur d'énergie en lui disant, vous ne résiliez pas le contrat qui est à mon nom sans mon consentement et vous n'ouvrez pas un nouveau contrat à cette adresse dont je suis propriétaire sans mon consentement. C'est pas si simple que ça, puisque la loi sur l'énergie, c'est un petit peu comme quand vous souscrivez un abonnement de téléphonie mobile, vous prenez n'importe quel opérateur et vous lui dites ah bah je veux changer, je viens chez vous, etc. Et l'opérateur vous dit vous inquiétez pas, je m'occupe de tout pour la résiliation. Alors ça a un avantage, c'est la simplicité pour le consommateur. Ça a quand même un inconvénient majeur, c'est le risque de dérapage. Et pour l'énergie, typiquement, j'ai quelqu'un d'un peu facétieux qui m'a dit bah moi c'est simple, hein, je vais appeler un fournisseur d'énergie pour changer le fournisseur d'énergie de l'Elysée, on verra ce qu'ils disent. Bon, je pense pas que la personne l'ait fait, mais en poussant le bouchon un petit peu loin, c'était quand même l'idée. C'est le truc où vous dites ah bon, on peut faire ça. Oui, bah oui. Alors il y a d'autres pays où c'est absolument pas possible. Donc il faut pas pour une fois venir dire c'est l'Union européenne. Je tape toujours dessus à bras raccourcis parce qu'ils nous enquiquinent quand même pas mal avec certains règlements. Mais là, en la matière, c'est la France, hein. Donc on pourrait très bien avoir une loi qui dise non, non, il faut un minimum de vérification avant de changer le contrat de fournisseur d'énergie. Moi, ça ne me paraît pas déraisonnable. D'accord? Alors, cela dit, euh, oui, pour retirer 300 euros, on va vous demander votre vie. Oui, cela dit, ah oui, c'est le propriétaire qui fait les frais d'énergie du squatteur. C'est une vraie difficulté, je suis d'accord. Par contre, ça évite que le squatteur puisse se prémunir d'un titre, c'est-à-dire d'un contrat d'électricité et d'une facture à son nom pour dire je suis locataire. Donc évidemment derrière il faut le dégager vite fait. Pas question comment dire de laisser des mois et des mois dans le logement et de régler ses factures d'énergie. Je suis bien d'accord. On peut pas tout avoir. À un moment il faut choisir. D'accord. Donc moi je prends la solution qui était une solution comme une autre. Des fournisseurs ont dit non, c'est pas possible. Et certains fournisseurs ont dit oui, j'ai eu pas mal de retours, je ferai une nouvelle vidéo sur ma chaîne pour vous faire un peu une synthèse des retours. Mais c'était qu'une solution que je préconisais parmi d'autres. C'est ce qui a fait le plus parler, d'accord. Mais là, il y a deux solutions qui sont un peu des solutions reines. Soyons clairs. Première solution, c'est tout simplement d'avoir une porte avec une serrure très compliquée à enlever, typiquement une serrure 3, 5 points, une porte blindée, et une serrure connectée. Pourquoi? Parce que les squatteurs vont cibler en priorité les logements dans lesquels il n'y a pas ce genre de porte, pas ce genre de serrure, où ils voient qu'il y a une boîte à clés, une serrure classique, et ça, une serrure classique, en réalité, ça se change très rapidement. Donc, ils vont pas cibler les logements où ils sentent que ça va être compliqué. Ça, c'est déjà une question, en fait, de bon sens. D'accord? euh, Deuxième chose, la rédaction de l'annonce. Vous devez, moi, ce que je préconise aussi, c'est de dire dans les annonces qu'il y a une surveillance par caméra à l'extérieur de l'appartement. Parce que c'est pareil, les squatteurs, ils n'ont pas envie qu'on les filme. D'accord? Donc ça va aussi les décourager. OK? Troisième chose, mais là, ça ressort pas vraiment de notre sphère de compétences, c'est militer pour changer la loi. Donc vous écrivez, vous allez sur le site de l'Assemblée nationale et vous envoyez des mails à vos députés pour dire c'est quoi cette loi, c'est scandaleux, pourquoi il y a des squatteurs, pourquoi on ne peut pas les virer, parce qu'après tout, quand même le principe en droit français, c'est que on doit protéger le citoyen honnête contre le délinquant. Et quelqu'un qui s'introduit chez vous et qui reste en changeant la serrure, c'est pour moi une voie de fait. Alors j'avais trouvé de la jurisprudence là-dessus,
d'accord? Euh, oui, 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 la caméra fonctionne aussi pour les trafics de drogue et pour la prostitution, d'ailleurs, d'accord? Donc, on doit faire en sorte que ça soit l'honnête citoyen qui soit protégé contre le délinquant. Et comme je le disais, j'avais trouvé une décision d'une cour administrative d'appel, je crois que c'était Marseille, qui dit que lorsque la personne est entrée dans le logement, il revient avec les clés et change la serrure, c'était une voie de fait. Le ministre du Logement envisage de combler le trou dans la raquette parce que comme la personne entre légalement dans le logement, on ne peut pas le qualifier juridiquement de squat au sens de la loi dite Gasparian qui a été votée il y a maintenant un peu plus de 2 ans. D'accord. Donc on a des vraies difficultés sur la qualification du squat en France, mais il y a des pays limitrophes, hein, l'Italie ou l'Espagne, je ne sais plus lequel des deux, qui a maintenant prévu une sanction de peine de prison contre les squatteurs. Il ne me semble pas que ça soit des pays qui soient méchants, d'accord? Ce sont des pays européens. Donc s'ils le font, j'estime qu'on peut le faire aussi. Il n'y a pas de raison. Donc c'est quand même à tout un chacun, euh, en responsabilité. Alors les pétitions, ça ne sert à rien, si vous voulez. Ils s'en moquent totalement. Vous savez quoi? Il y a des automatisations. Vous envoyez un mail à votre député tous les jours en automatique jusqu'à ce qu'il vous réponde. Je pense qu'il finira, un de ses assistants parlementaires finira par vous répondre. D'accord? Il n'y a que ça à faire. Voilà, c'est la meilleure des solutions. Donc ça, c'est un peu pour répondre aussi aux personnes qui disent votre truc, ça ne marche pas, etc. J'ai jamais dit que c'était une solution idéale. Moi, je suis simplement avocat et quand je vois qu'on avantage les délinquants au détriment des honnêtes citoyens, ça me révolte, ça m'énerve carrément. Voilà. Donc, ça, c'est sur le squat. Et comme je vous l'ai dit, alors, il n'y a pas de solution ultime. C'est juste des risques. Ça va dépendre aussi de l'endroit où se trouve votre location meublée en courte durée. Ça va dépendre de la réactivité. Si vous êtes propriétaire et que vous passez par une conciergerie, ça peut dépendre de la réactivité aussi du personnel de ménage slash nettoyage ou encore appelé agent de conciergerie. Ça, c'est encore un sujet pour les conciergeries. Que font exactement vos personnels de ménage et nettoyage, les micro-entreprises? Mais bon, voilà, il faut être réactif, c'est-à-dire qu'à la fin du séjour, dans l'heure qui suit, il faut qu'il y ait quelqu'un, le propriétaire ou quelqu'un qui soit allé voir si les lieux ont été libérés, etc. Et tout de suite, si ce n'est pas le cas, il faut aller immédiatement porter plainte et saisir le préfet. Il ne faut pas attendre. D'accord? Et normalement, pour moi, même la police pourrait mettre dehors les gens, très concrètement. Le problème, c'est qu'on arrive et que là, s'ils sont malins, ils ont déjà changé la serrure, évidemment. Alors, je sais que ça suscite pas mal de réactions, mais ça, c'était pour l'aspect squat. Et encore une fois, je vous le redis, j'ai regardé les statistiques. Alors, j'ai pas vu les statistiques sur la location courte durée parce que c'est un phénomène finalement relativement récent. Ça date vraiment, ça a pris de l'ampleur cet été avec les médias qui en ont beaucoup parlé, ce qui paradoxalement a donné des idées à d'autres personnes pour le faire. C'est là le retour de bâton aussi, d'accord? Mais moi, j'avais regardé les statistiques antérieures sur le squat global en France et c'était 2000 squats, dont une grosse majorité étaient des squats de locaux abandonnés, etc. Et je crois que dans 80% des cas, les squats étaient virés au bout de 2 mois, un truc comme ça. Donc, en réalité, ça reste des phénomènes relativement marginaux, mais évidemment, quand ça vous tombe dessus, c'est plus du tout marginal. Je suis parfaitement d'accord. Je vois que ça fait beaucoup réagir. Donc, Clara, je te laisserai euh, tout simplement, on fera la séance de questions-réponses à la fin, sinon je vais perdre le fil. Voilà. Donc, pour le squat, je referai prochainement des contenus sur notamment ma chaîne YouTube L'Avocat Investisseur, puisque j'en avais parlé, sur Insta, d'accord? Et je vais faire le squat épisode 2, où là, je vous ferai les réponses qui ont été reçues par mes clients à propos des fournisseurs d'énergie. Mais encore une fois, la meilleure des choses, c'est carrément de faire pression pour faire modifier la loi. Et qui vote les lois? Les députés. Donc, ne votez pas pour les députés qui sont pro-squatteurs. Ça me paraît être un peu un réflexe de bon sens. D'accord? Et pour ça, ce qui est quand même bien dans une démocratie, c'est qu'il vous suffit de vous rendre sur le site de l'Assemblée nationale pour savoir qui vote quelle loi.
Voilà, comme la loi Casparian, bah, vous retrouvez la loi Casparian et vous voyez à l'époque qui a voté pour cette loi, qui a voté contre cette loi. Voilà. Donc, et faites bien attention aussi au système de caméra. Je vois passer beaucoup de commentaires, hein. Faites bien attention à ça. Il y a des lois aussi sur la vidéosurveillance. Il y a des lois pour tout en France. Donc, ne vous mettez pas dans l'illégalité. Et Clara, arrête-moi si je me trompe, mais il me semble maintenant que Airbnb a expressément mentionné dans ses conditions générales d'utilisation l'interdiction de toute caméra à l'intérieur du logement. C'est ça. Dans Voilà. les espaces communs, c'est possible, mais pas plus à l'intérieur. Voilà. Bon. Donc voilà. Très clairement, faites bien attention aussi à ce que vous faites. Ne faites pas n'importe quoi. De la même façon, je rappelle quand même en tant qu'avocat que vous n'avez pas le droit, même si c'est tentant, de déloger vous-même les squatteurs. Vous mettriez à votre tour dans l'illégalité. Alors, je vais quand même vous donner encore quelque chose d'intéressant sur le squat, enfin pour lutter contre le squat. Faites signer des contrats. Euh, Ça, Clara vous a parlé du contrat de location, d'accord? C'est compliqué quand on passe par une plateforme parce que si vous passez par une plateforme sans utiliser un logiciel comme Logify, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de faire signer un contrat. Il y a des logiciels qui incluent la possibilité d'intégrer un contrat pour signature électronique. Pourquoi je vous dis de faire signer un contrat? Il y a deux raisons. Première raison, d'une part, c'est que l'article L124-1 ou -2 du Code du tourisme prévoit que toute offre de location doit faire l'objet d'un écrit. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire, bah, si vous louez, il faut passer un contrat. Bon, ça, c'est la première chose. Mais surtout, dans le contrat, vous allez pouvoir inclure une clause qui dit expressément que cette location meublée en courte durée ne constitue pas une location au sens de la loi de 1989, n'est pas le domicile de la personne, etc., etc., et qui rappelle aussi les sanctions prévues en cas de squat. J'ai tendance à penser que la personne qui veut squatter va pas signer ce type de contrat, parce qu'il y a des sanctions pénales sur le squat, d'accord? Même si elles sont pas, elles sont plus difficiles et plus délicates. Les concepts sont plus délicats à manier que dans d'autres pays. Et là, on l'a vu, squat, pas squat pour la LCD, c'est un peu compliqué. Mais moi, je rappelle quand même la loi dans le contrat. Et quelqu'un qui est mal intentionné, ça va être dur pour lui ensuite d'aller devant le juge pour dire non, mais je suis chez moi, il m'a loué en location, alors que le propriétaire pourra produire le contrat signé par le squatteur en disant mais attendez, il l'a fait en toute connaissance de cause, de parfaite mauvaise foi, etc. Donc dans la mesure du possible, vous devez signer des contrats de location meublés en courte durée. Et ça peut très bien se faire à distance. Il y a des procédés de signature électronique désormais. Euh, alors, ensuite, il y a les problèmes de preuve, mais là, ça m'entraînerait un peu loin sur un hors-sujet, sur qu'est-ce qu'on met dans le contrat sur la preuve, etc., etc. D'accord? Donc, incluez dans les contrats des clauses vraiment qui vont vous protéger au maximum. J'attire aussi votre attention. Clara a parlé de nos contrats tout à l'heure. J'attire aussi votre attention sur le fait que, par exemple, dans le contrat qui est à disposition, c'est un contrat pour les locations en direct, ou alors vous devrez le modifier parce que je sais qu'il y a des problématiques de prise de dépôt de garantie maintenant que les plateformes autorisent ou pas. Donc, tout notre contrat que nous avons co-rédigé avec mon associé le directif sur le sujet est bien charpenté pour essayer d'éviter les gens malhonnêtes. Par contre, il y aura peut-être des adaptations à faire si vous voulez l'utiliser via une plateforme telle qu'Airbnb ou Booking. Voilà. Oui, bah oui, Céline dit quand on loue 2 ou 3 nuits, c'est fastidieux de signer des contrats. Oui, mais ça peut être largement automatisé. Je suis d'accord avec vous. Malheureusement, tant que la loi n'aura pas changé et ne sera pas plus favorable aux propriétaires, ça reste un des meilleurs moyens de décourager les squatteurs. C'est pas une assurance tout risque. Soyons clairs, il n'y a pas de solution miracle. Nous sommes des propriétaires immobiliers, nous faisons de la location et sur la location longue durée, il y a d'autres problématiques. Les loyers impayés, la dégradation des logements. Donc voilà, être loueur en France comporte des risques. Mais c'est un peu comme dans n'importe quel placement finalement, hein. Si vous achetez des actions en bourse, vous avez un risque que la société fasse faillite. Bon ben voilà, l'immobilier ne déroge pas à la règle. Et plus vous faites des choses rentables, comme la location meublée en courte durée, plus potentiellement il y a de problèmes à résoudre. D'accord?
Alors, Clara, peut-être que tu peux passer à la slide numéro 2, ça me fera un petit rappel, justement. Peut- Voilà. Donc, Peut-être pour clarifier, parce que j'ai vu plusieurs questions sur ça, est-ce qu'on peut revenir sur les 48 heures? alors, Parce que les c'est 48 heures, Sabrina qui nous demande ça. effectivement. Alors, les 48 heures, c'était un peu l'ancien mécanisme pour les occupations illégales. On disait toujours qu'on avait 48 heures pour mettre les gens dehors. En réalité, pour même avoir accompagné un client sur le sujet, il s'était rendu compte du squat. Il était allé au commissariat, c'était il y a déjà 10 ans. On avait refusé de prendre sa plainte et de mettre les gens dehors. Donc, c'était déjà un peu branlant comme truc. Par contre, maintenant, c'est le préfet qui a 48 ou 72 heures pour rendre une décision d'expulsion des squatteurs. Donc la procédure est très accélérée euh, et c'est pour ça qu'il faut être ultra réactif. Ce délai de 48 heures, j'ai plus le. Franchement, j'ai pas la référence légale, hein. Mais grosso modo, je crois que la décision doit être rendue désormais dans les 48 ou 72 heures par le préfet. Après, sachez que le préfet a toujours un pouvoir d'appréciation. D'accord. Et on mélange un peu tout, squat longue durée, squat dans des appartements loués en courte durée, c'est pas les mêmes régimes. Voie de fait pour rentrer à l'intérieur par violence, ruse, etc. C'est pas la même chose que de rentrer légalement avec une clé. Donc tout ça va nécessiter encore des éclaircissements de la part du législateur. Alors, ça va dans le bon sens, hein. On a quand même un nouveau ministre du logement. Je ne sais pas combien de temps il va rester là, mais on a un nouveau ministre du logement qui qui est plutôt apparemment proactif là-dessus. Et on a l'ancien ministre Casparian qui est à l'origine quand même de cette nouvelle loi anti-squat qui n'atteint pas totalement les objectifs mais qui a eu le tort de se féliciter du nombre d'expulsions. C'est-à-dire, en gros, quand on est expulsé, c'est qu'on ne respecte pas la loi. Et pour ça, ça lui a valu quand même des menaces de mort en ligne. Donc on se dit, ah, ouais, quand même, c'est un petit peu gênant d'en arriver là dans un pays comme le nôtre. Donc, encore une fois, le meilleur moyen, c'est d'essayer de faire modifier la loi. Et ça, écrivez à votre député, faire des pétitions, je ne suis pas certain que ça soit très utile. D'accord. Début à tel et c'est terminé. Alors, c'est toujours utile d'avoir un maximum de renseignements dans le règlement en ligne et dans les annonces, hein. Plus vous êtes précis, et mieux c'est, de toute façon. Parce que ça ne va pas décourager les gens honnêtes, hein, si vous mettez des avertissements contre le squat, très clairement. Ça va décourager les gens malhonnêtes. Donc, c'est le but. Voilà. Alors, j'ai fait de longs développements sur le squat. On reviendra un petit peu après, même si on a répondu déjà à quelques questions, d'ici 10 minutes, dans le quart d'heure de questions-réponses. On fait un petit point sur les actualités fiscales maintenant de cette fin d'année. Nous sommes en plein vote de la loi de finances et de la loi sur le budget de la sécurité sociale. Et très clairement, depuis à peu près 2 mois, je vois tous les jours des gens qui commentent amendement par amendement par amendement, alors que je l'ai dit déjà il y a 2 mois, ne perdez pas trop de temps avec ça. Attendez que la loi soit définitivement votée pour savoir à quelle sauce tout le monde va être mangé. Le dernier avatar, c'est la hausse de la CSG sur certains produits alors que le Sénat, tiens, vient de mettre l'amendement à la poubelle, je crois, hier. Donc finalement, pas de hausse. Ça va revenir à l'Assemblée nationale. Il y aura sans doute une hausse. Donc voilà, restons calmes à ce niveau-là. Ne perdez pas trop de temps sur tout ça. D'accord. Globalement, sachez que la trajectoire est à la hausse des impôts. Ça, je pense que vous l'aviez compris et que vous ne m'aviez pas attendu pour le savoir. D'accord. Donc pour l'instant, il n'y a pas énormément de nouveautés. La grande nouveauté, c'était quand même l'an dernier avec la loi Le Meur, d'accord, qui a modifié le régime du micro-BIC pour les loueurs en courte durée, puisque maintenant, si vous avez des logements non classés en tant que propriétaire, vous ne pouvez plus être au micro-BIC qu'en dessous de 15 000 euros de chiffre d'affaires, je le rappelle, d'accord. Pour les conciergeries, est-ce qu'il y a des nouveautés? Pas tant que ça. Il y a eu le psychodrame aussi de la TVA.
La TVA, enfin l'abaissement du seuil de TVA, pour être plus précis, a été définitivement supprimé là en 2025. On ne sait pas ce qui va être voté dans la loi de finances 2026, puisque celle-ci, on est le 15 décembre, n'est toujours pas votée et qu'elle devrait être adoptée avant le 31 décembre. Ça commence, autant vous le dire, à sentir le roussi. Alors, notre Premier ministre a renoncé à l'utilisation de ce qu'on appelle le 49.3. On ne va pas rentrer dans des débats juridiques un peu assommants sur la Constitution. Moi, ça ne me passionne pas plus que vous, je suis plus dans l'opérationnel, d'accord. Je sais absolument pas ce qui va se passer. J'ai le sentiment que tout ça va se terminer comme l'an dernier, par le vote d'une loi à minima en janvier ou en février, parce que j'ai pas l'impression qu'ils vont réussir à se mettre d'accord. Donc, concrètement, maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans l'année, voire dans les 2 ans à venir? On a les élections municipales en 2026 qui vont impacter la location meublée en courte durée. Pourquoi? Parce que la loi Le Meur a aussi prévu de nouvelles obligations pour les personnes qui font de la location meublée courte durée. D'accord? On va avoir une généralisation du numéro d'enregistrement en 2026, ce qui, encore une fois, je le répète, à mon sens, c'est plutôt une bonne chose, histoire que ça ne soit pas le bazar d'une ville à l'autre. D'accord? On va avoir aussi de plus en plus de contentieux en copropriété sur la location courte durée, puisqu'il y a de plus en plus de syndics qui font voter, parfois à tort et à travers, des interdictions de louer en courte durée, alors même qu'il n'y a pas lieu de le faire dans telle ou telle copro, parce que le règlement de copropriété ne le permet pas. Et là, il y a une interprétation de la loi qui est toute particulière. Et il y a mon confrère qui s'occupe de ces questions a pas mal de recours contentieux en ce moment. Donc voilà, c'est aussi à suivre. Euh, Autre point d'attention, pour les conciergeries, notamment, les sanctions ont été largement alourdies et incluent maintenant les intermédiaires. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas parlé de ça. Et depuis la loi Le Meur, on a aussi un article du Code du tourisme qui prévoit expressément que l'intermédiaire doit se faire remettre une attestation du propriétaire, suivant laquelle, pour vous faire la chose de façon assez courte, le propriétaire doit écrire noir sur blanc qu'il déclare avoir fait le changement d'usage s'il y a lieu, en tout cas être conforme à la loi, d'accord? Et on doit reproduire sur l'attestation le numéro d'enregistrement pour pouvoir le mettre sur l'annonce dans les villes qui sont soumises au numéro d'enregistrement, c'est-à-dire concrètement les villes avec les changements d'usage. Mais tout ça va être généralisé. Si vous êtes une conciergerie, vous devez vous faire remettre ces attestations sur l'honneur. C'est vraiment important. Et mon attention a été attirée par mon confrère sur ce point précis, puisque là, on voit fleurir maintenant les premiers contentieux à Marseille. D'accord? Donc, attention, attention, faites-vous remettre ça. Vérifiez aussi que les numéros d'enregistrement qui vous sont communiqués par les propriétaires sont des numéros corrects. Pareil, ça doit figurer dans l'annonce. J'aurais tendance à dire aussi que vous le savez, j'ai rédigé des contrats de conciergerie, soit pour les conciergeries sans carte G, soit pour les conciergeries avec carte G. Je vois des horreurs sur les contrats de conciergerie. Mais et Clara, quand je te dis des horreurs, c'est des horreurs. On m'a envoyé récemment un contrat de conciergerie de 5 pages rédigé avec ChatGPT qui cumule à peu près tout ce qu'il y a de pire. D'accord? Il n'y a pas, il y a pas de mention du médiateur de la consommation, il n'y a pas de RGPD, il n'y a pas d'article sur les conditions de conservation des données personnelles. Bref, c'est le top de ce qu'il ne faut pas faire. Et ça vous met en danger en tant que conciergerie si vous utilisez des contrats, euh, soit vous avez bricolé vous-même, soit qui ne sont plus à jour non plus. Donc vérifiez toujours la date de fraîcheur de vos documents. Tout ça, évidemment, évolue et ça va continuer à évoluer. Pour l'instant, la conciergerie n'est pas une profession réglementée. Si vous n'avez pas de carte G, évidemment, si vous avez une carte G, vous êtes une agence immobilière qui a des fonctions de conciergerie. Mais, par exemple, je vois encore, mais tous les jours, des sites internet avec le mot gestion à tous les coins de pages web
alors que je vais regarder avec Papers, alors quand les mentions légales sont cliquables, hein. Là, il y a plein d'autres sites. Si on vous propose des choses en ligne, allez voir les mentions légales. Si vous ne pouvez pas cliquer sur les mentions légales et qu'il ne se passe rien, n'achetez pas le produit que propose le site web, hein. Là, vous êtes mal parti, d'accord? Donc, faites bien attention à tout ça. Et pour en revenir à notre sujet, si vous n'êtes pas une conciergerie avec une carte G, vous ne pouvez pas faire de gestion locative. Donc, vous proposez juste des prestations de services de conciergerie. Vous ne signez pas la place de vos clients, vous n'encaissez pas les fonds. Et je pense que Logify propose aussi un système pour répartir les paiements, je suppose, comme maintenant à peu près tous les channel managers et les PMS. Enfin, bref, ça fait savant hein, quand je dis ça, mais en réalité, je maîtrise beaucoup moins bien que vous tous ces logiciels, évidemment. Donc voilà, vous ne devez pas encaisser les fonds si vous n'avez pas de carte G. Je rappelle ces principes. Pourquoi? Parce que les perspectives 2026, et non pas les perspectives, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, donc les perspectives 2026, c'est aussi un contrôle accru des sociétés de conciergerie. D'accord? Sachez-le, j'ai de plus en plus de conciergeries qui me contactent ou qui sont renvoyées vers moi parce qu'elles reçoivent des convocations de la DGCCRF. Ils vont regarder les sites internet. Donc Clara le disait, vous pouvez faire votre site internet professionnel par Logify. Par contre, soyez pas paresseux. Vous avez un minimum de renseignements à fournir quand même dans les mentions légales, le RGPD et les conditions générales d'utilisation. Si vous avez template by Logify, vous avez raté une étape. Mais là, il y a les professionnels de Logify qui vont vous accompagner pour vous aider à éviter ces erreurs. Moi, je l'ai vu chez d'autres, hein, chez d'autres éditeurs de solutions logicielles où, bah non, ça n'allait pas du tout parce que les gens n'avaient pas l'effet minimum de renseigner ce qui leur est propre en réalité. Faites super attention à tout ça. De mauvaises mentions, une absence de mention, de mauvaises conditions générales sans les clauses indispensables sont susceptibles de vous exposer à de lourdes sanctions d'amende. Ça se chiffre en dizaines de milliers d'euros potentiellement. Alors, les services, il faut être honnête, sont quand même plutôt compréhensifs et ils sont là pour éviter que ça soit le Far West. Donc, s'ils voient que vous êtes de bonne foi, que vous avez finalement un contrat qui tient la route, que c'était par méconnaissance, ils vont en général pas vous sanctionner, mais il vaut mieux être en règle quand même avant d'aller les voir. Voilà. Donc ça, c'est les perspectives. Pour les perspectives, retenez ça, augmentation de la fiscalité. Sur la TVA, si vous êtes une conciergerie, optez tout de suite pour la TVA si vous voulez grossir, sinon ça va être trop compliqué après, je l'ai déjà dit mais je le redis. Sur l'abaissement éventuel du seuil de TVA, bah, si vous optez pour la TVA, vous n'aurez pas de problématique d'abaissement du seuil de TVA. Donc là, tout va bien, d'accord? Vous prenez déjà la bonne option. Ensuite, soyez nickel sur ce que vous écrivez sur vos sites. Si vous n'avez pas de carte G, vous me bannissez le mot gestion. Vous ne faites pas de gestion immobilière, car sans mandat et sans carte G, vous n'avez pas le droit. C'est quand même normalement entendable, d'accord? Mais je préfère insister, puisqu'en tant qu'avocat, je peux quand même pas vous conseiller de faire des choses illégales. Voilà, on va resserrer un petit peu tout le volet réglementaire, on le sent, mais il va y avoir la généralisation du numéro d'enregistrement en 2026. Et puis voilà, en tant qu'intermédiaire, sachez que vos obligations ont été alourdies et que maintenant vous encourez les mêmes sanctions si vous ne vérifiez pas ce que vous disent vos propriétaires que les propriétaires eux-mêmes s'ils sont dans l'illégalité au niveau de l'usage des biens immobiliers. Et il y a tout un tas de choses, hein. Si vous oubliez le numéro d'enregistrement, il peut y avoir une amende. Si vous n'avez pas l'attestation, il peut y avoir une amende. Si le propriétaire loue illégalement, il peut y avoir une amende. Bref, vous avez un paquet de sanctions possibles. Donc, vous devez être hyper carré au niveau réglementaire. Voilà. Et maintenant, on peut passer éventuellement, Clara, aux questions-réponses. Oui, tout à fait. J'ai vu que déjà, dans pas mal de questions, on a pu donner des réponses assez claires. Hum. Est-ce qu'on repart d'abord sur le squat? On peut peut-être repartir sur le squat, comme on avait commencé par ça. J'ai dit Et pas mal de choses sur le squat, je crois. Je pourrais pas répondre à tellement d'autres choses. Je vais regarder en même temps que toi ouais.
Moi, je peux déjà répondre à Marie. Alors, j'ai eu son commentaire pour envoyer les contrats dans Logify. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, généralement, d'envoyer votre contrat quand c'est une réservation directe que vous faites, que vous recevez directement sur votre propre site web, parce que c'est vos conditions. Ce sera vos conditions pour la réservation, vos conditions pour l'envoi du contrat. Donc, dans Logify, bien sûr, c'est une réservation directe, il n'y aura pas de souci. Dans les paramètres, dans la communication avec les voyageurs, vous pourrez directement inclure le contrat, soit en PDF, soit vous copiez le texte. Et vous pouvez même automatiser l'envoi des contrats, décider combien de jours avant que vous voulez l'envoyer. C'est vrai que quand c'est par Booking, Airbnb et toutes ces OTA, eh bien, il faut préciser dans l'annonce qu'il y aura un contrat supplémentaire. Vous ne pouvez pas imposer le contrat comme ça. Et pour ces plateformes, en fait, elles estiment que la confirmation de réservation avec les dates, le nombre de voyageurs, etc., ça pourrait être pour ces OTA le contrat. Donc, il faut bien préciser que vous aurez un contrat supplémentaire et vous devrez l'envoyer. Voilà. Je ne sais pas si Alors, je c'est vais clair. répondre à une question de Sabrina. Il n'est pas vrai qu'un squatteur devient inexpulsable. Après 48 heures, la règle est la suivante. Si l'occupation est signalée dans les 48 heures, la police peut intervenir immédiatement sans décision de justice. Ça, c'est la théorie. En pratique, les policiers ou les gendarmes ne sont pas formés à ce genre de choses. Et j'ai déjà eu le cas concrètement, hein, où ils disent: ah non, désolé, il faut passer par une procédure, même si la personne est là depuis moins de 48 heures. Donc ça va être du cas par cas. Il n'y a pas d'application stricte de la loi en la matière. Ça va dépendre de sur qui vous tombez concrètement. D'accord? Donc ça, il va falloir que ça évolue. Alors, sur la clause, on me dit de donner des infos sur la clause. Je connais pas la clause par cœur que j'ai mise dans mon contrat, je vous le dis tout net. C'est une clause qui vise les dispositions sur le squat, où je rappelle les sanctions encourues en cas de squat depuis la loi Casparian, très concrètement. Après, il n'y a pas que cette clause, hein. J'ai une clause sur la preuve. Voilà, c'est un contrat spécialement pour les réservations en direct, parce que sinon, il faut l'adapter par rapport aux autres problématiques de dépôt de garantie, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le voyageur peut dire: moi, j'ai une location saisonnière par Airbnb, pourquoi signer un contrat? Bah oui, il peut le dire, mais euh, Airbnb ne fait pas signer de contrat entre le voyageur et le propriétaire. C'est la réalité des choses. Il faut aller lire leurs 35 pages de conditions générales. Vous verrez qu'ils indiquent expressément qu'ils ne sont pas partis au contrat, qui est en fait finalement un bail verbal. Ce qui me paraît douteux au regard du code du tourisme qui impose un contrat écrit. Alors vous pouvez me dire: oui, le contrat écrit est constitué par l'annonce, plus les échanges de mails, plus les conditions générales d'Airbnb. Bon courage devant un juge pour expliquer tout ça. Et c'est vrai Euh, ce que dit Nathalie, les communications avec Airbnb, elles sont de plus en plus fractionnées. Cette histoire de numéro de téléphone temporaire qu'on a vu aux États-Unis et même email temporaire pour pas contacter directement les voyageurs, c'est ce qui arrive de plus en plus avec Airbnb qui veut garder la main sur tous les datas de vos invités. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de monde maintenant qui se tourne vers la réservation directe, vers Google Location de vacances liée au site web pour éviter de dépendre Airbnb. Parce qu'Airbnb, c'est vrai qu'ils ont vraiment leurs conditions et que là-dessus, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez raison. Tout le monde me demande d'écrire la clause. Comme je vous l'ai dit, je ne connais pas par cœur la clause. Voilà, donc ça sert à rien de me demander. Après, vous avez plusieurs possibilités, hein. Vous pouvez aussi, si vous le sentez, faire rédiger une clause par ChatGPT. Voilà. Je vous le dis, moi, je suis pas le fan de ChatGPT pour les contrats, mais mes contrats, par exemple, le contrat de conciergerie, je crois, fait 16 pages. J'ai passé des heures et des heures dessus avec Elodie Rétif. Donc, je ne connais malheureusement pas par cœur toutes les clauses. D'accord? Voilà. Alors, dans le cas où une femme de ménage arrive et que le voyageur n'est pas parti, il y a toutes ses affaires, est-il possible de libérer le logement pour les stocker dans le local de la conciergerie? Comment savoir que le voyageur n'est pas parti et qu'il y a toutes ses affaires? Voilà, ça va être une question de preuve. Est-ce que le voyageur va porter plainte contre vous? Est-ce qu'il aura changé la serrure ou non? En général, ces gens-là changent en même temps les serrures. Donc ça va être assez peu fréquent. Je pense que vous puissiez rentrer dans le logement et qu'il ait laissé ses affaires à l'intérieur sans changer la serrure.
Voilà, très clairement. Euh, euh, mais là, pour moi, là-dessus, la réponse est que si je m'en tiens à un point de vue purement légal, ça va être délicat si vous faites ça ensuite pour les questions de preuve. Après, si c'est une serrure, je pense pas que ça sera une serrure connectée, sinon la personne ne sera pas là, puisque l'avantage de la serrure connectée, c'est qu'à l'expiration du délai du séjour, normalement, la personne pourra sortir, mais ne pourra plus rentrer dans le logement. Donc là, tant pis pour elle si ses affaires sont restées à l'intérieur, hein. Voilà. Pas facile d'envoyer le contrat car Airbnb veut mettre des numéros. Voilà, c'est ce que disait Clara sur les numéros de téléphone temporaires. Oui, alors Clara a raison. Airbnb veut garder la main sur plus en plus de choses. C'est aussi la raison pour laquelle, en tout cas pour les conciergeries, vous devez, je pense, avoir vos propres sites pour mettre vos annonces. C'est plus délicat pour les conciergeries qui n'ont pas de carte de gestion locative, puisque la question est de savoir, oui, mais j'ai pas de carte de gestion, est-ce que je peux mettre des annonces? Pour moi, oui. Si jamais ça renvoie vers d'autres sites d'annonces ou si vous avez mis en place un système qui évite que vous encaissiez directement l'argent et que, par exemple, la quote-part qui revient, et je sais que les logiciels le font, la quote-part qui revient au propriétaire lui est versée et ou alors la totalité lui est versée et vous continuez à lui verser, c'est le meilleur système, hein, vous continuez à lui envoyer des factures pour qu'il règle vos prestations de service. En tout cas, dans l'orthodoxie juridique, c'est comme ça que ça doit se passer normalement. Du coup, Clara, tu peux peut-être mettre la dernière slide pendant qui rappelle mes coordonnées pendant que je regarde. J'ai eu un cas avec des voyageurs qui ne voulaient pas quitter un appartement. La gendarmerie a refusé d'intervenir. C'est moi qui ai dû intervenir pour les faire partir. C'est ce qu'on disait, ça doit être dans les 48 heures. La gendarmerie susceptible de vous dire, ah non, 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 nous on peut rien, ils sont dedans, donc voilà, faites une procédure. C'est là que vous devez saisir immédiatement le préfet, même porter plainte, hein, très clairement. Euh, alors, j'ai vu passer une question sur la para-hôtellerie. J'en profite pour vous donner une dernière indication ce soir sur les perspectives, alors non pas 2026, mais à plus long terme. Vous devez rester très attentif, tant en tant que conciergerie qu'en tant que propriétaire immobilier, sur l'évolution probable de la para-hôtellerie et de la TVA. Pourquoi? On en parle encore assez peu pour le moment, mais il y a une directive européenne de début 2025 qui va venir impacter la location courte durée en matière de TVA. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il semble que les critères de la para-hôtellerie tels qu'ils sont encore codifiés dans le BOFIP, bulletin officiel des finances publiques, ne soient pas conformes en réalité à une directive européenne de 2006 ni un avis du Conseil d'État de 2023. Tout ça, encore une fois, malheureusement, est un peu compliqué. Il y a une première modification du BOFIP en août 2024. Ils se sont rattrapés en mars 2025, donc il y a seulement quelques mois. Et bref, sur la para-hôtellerie, il semble que quand même la volonté de l'Union européenne, ça soit de dire l'allocation meublée courte durée de façon générale fait concurrence à l'hôtellerie, même si c'est pas le cas. Et donc, puisque je considère pour ma part que ce sont deux offres différentes et qu'on n'offre pas les mêmes prestations de services, d'accord? Mais il y a cette volonté de le rapprocher pour pouvoir assujettir le tout à la TVA. Donc vous devez rester bien au courant de l'ensemble des modifications qui sont susceptibles d'être apportées sur ces sujets dans les mois et les années qui viennent. Et sachez qu'à terme, il y aura vraisemblablement de la TVA à 10% sur l'ensemble du prix des nuitées. Voilà, ça c'est, je pense, à peu près inévitable quand la directive européenne du début d'année 2025 sera transposée dans quelques années. La transposition doit avoir lieu au plus tard en 2030. Donc préparez-vous sur tout ça, parce que ça impactera évidemment vos prix. Alors, il y a encore quelques questions. Est-ce que changer la serrure de l'immeuble sans changer la serrure de l'appartement squatté est légal de la part du propriétaire squatté? Ce qui bloque l'accès à l'immeuble et non bloquer l'accès à l'immeuble, je pense que si vous êtes en copropriété, c'est une très mauvaise idée, évidemment. Euh,
Ouais, quand vous faites les arrivées et les départs, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Quand vous faites de l'accueil physique, c'est encore le meilleur moyen. Parce qu'évidemment, dans l'annonce, les gens vont plutôt éviter, les squatteurs potentiels vont plutôt éviter ce genre de logement. Ils vont choisir les logements avec les boîtes à clés, à mon avis. Mais les boîtes à clés vont être amenées à disparaître aussi, hein, très clairement. Les villes luttent contre les boîtes à clés. Donc l'avenir, c'est pour moi la serrure connectée, mais renforcée. Alors, existe-t-il des serrures sécurisé et indémontable? Vraie bonne question. Lors du Scale France, il y avait quelqu'un qui faisait la démonstration de serrure connectée, mais ce n'est pas applicable à notre cas du squat parce qu'une fois à l'intérieur, vous pouvez enlever le boîtier pour pouvoir tourner avec une clé pour avoir une solution de rechange. Donc, ça marchait pas. L'idéal, alors si TVA, donc plus de carte G, alors ce n'est pas logique. Non, non, ne confondez pas la TVA et la carte G. D'accord? On peut être une société de conciergerie sans carte G et les prestations de services sont des prestations de services commerciales. D'accord? Et en fonction de votre chiffre d'affaires, vous êtes ou non en franchise de TVA. Mais comme votre conciergerie a des activités commerciales, les services de conciergerie sont des activités commerciales, de toute façon, vous êtes assujetti. Simplement, en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires, vous pouvez être en franchise de TVA. Et le fait que vous ayez une carte G ou pas n'a rien à voir avec la TVA. Je tiens, c'est vrai que c'est pas simple, d'accord? Et le fait, encore là c'est pareil, hein, la TVA ne présume pas non plus d'une activité commerciale. Je vous donne un exemple simple, je suis avocat, je suis assujetti à la TVA, mais mon activité d'avocat n'est pas une activité commerciale. D'accord? Moi, j'ai une activité qui n'est pas commerciale de par la loi. J'ai une activité civile, parce que je suis un professionnel du droit et que ma profession n'est pas une profession commerciale. Je sais, rien n'est jamais vraiment simple. Voilà. Donc, bah, je crois qu'on arrive au terme de la présentation. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, hein, vous avez, mes réseaux, YouTube, Instagram, voilà tout ça et puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi taper, dans Google, le droit d'investir ou scanner le QR code. Voilà, j'étais ravi, j'ai essayé de tenir le timing, donc on est bon. Bah oui, merci à tous. Moi, je voulais vous remercier chaleureusement parce que vous êtes toujours aussi nombreux pour ces lives. Donc, merci pour vos questions pertinentes. À tous ceux qui sont venus beaucoup de fois pour les webinaires de Logify en français, c'est toujours un plaisir d'organiser ça. Et un grand merci à Dimitri aussi, qui est toujours présent et qui prend du temps pour nous expliquer plein de choses qui peuvent paraître un peu compliquées parfois sur l'actualité, la fiscalité. Donc, c'est très utile de l'avoir à nos côtés et on le remercie très, très chaleureusement également. Et puis, nous, on se reverra en 2026. J'espère que tout le monde passera une belle saison hivernale. Et on sera avec Elodie, qu'on a présentée au début du webinaire, qui travaille avec Dimitri Boujard, pour parler justement du nettoyage. Donc, on va faire un webinaire spécial le 20 janvier. On vous enverra encore une fois un message pour vous prévenir. Et demain, je vous enverrai le replay. Comme ça, vous pourrez réécouter si vous n'étiez pas là pour la présentation, tout le live. Voilà, ben, bonne fête à tous et merci beaucoup et merci encore Dimitri. Merci Clara, merci à tous pour vos questions pertinentes, heu et passez d'excellentes fêtes. Au revoir.